et à Eric. Merci On à se vous. retrouve dans un tout petit instant pour ce spécial Corse que nous vous proposons en cette fin de semaine avec Philippe Alfonsi qui sera mon invité ici à Paris, tandis que Jean-Marc Carat et Didier Régnier, eux, nous les retrouverons en île de beauté. Auparavant, pour, j'allais dire, vous mettre l'eau à la bouche, je vous propose un premier sujet tourné donc par Didier Régnier et par Jean-Marc Carat. Vous allez voir que la Corse mérite bien son nom d'île de beauté. C'est en quelque sorte une sorte de sommaire illustré. C'est plus qu'un sommaire. Bonjour à tous, bienvenue en Corse, à Porto Vecchio, dans le sud de l'île. Alors c'est vrai que de la Corse, on connaît souvent le littoral, les eaux cristallines transparentes. Mais ce matin, avec Didier Régnier, on va vous faire découvrir la Corse de l'intérieur, celle de la montagne, là où réside la vraie âme corse. Alors Didier, lui, a voulu prendre de la hauteur. C'est ça, Didier ? Oui, Jean-Marc, de la hauteur, puisque je me trouve maintenant à 1200 mètres d'altitude à peu près, à bord de cet hélicoptère qui nous fait découvrir la Corse d'une façon tout à fait spectaculaire, non loin des fameuses aiguilles de Bavella. C'est un décor absolument extraordinaire que nous découvrons sous les patins de cet hélicoptère, comme vous pourrez en voir beaucoup d'autres tout à l'heure, au cours d'un petit reportage consacré à la Corse vue du ciel. En tout cas, je peux vous garantir que d'ici, on comprend beaucoup mieux pourquoi on surnomme la Corse l'île de beauté. Et puis on ira à la rencontre de personnages formidables. Vous verrez Jacques Poli, 97 ans, qui vit depuis pratiquement un siècle dans son maquis, dans sa région. On ira voir également un couple de vieux bergers qui vivent là-haut, du côté de Zonza, comme depuis toujours avec leurs brebis. On parlera aussi des chants corses, vous savez, ces fameuses polyphonies. Mais il y a aussi une actualité en Corse, n'est-ce pas Didier ? Et l'actualité est particulièrement chargée encore cette semaine avec d'abord la foire de Porto Vecchio qui permet à une centaine d'exposants de venir présenter les plus beaux produits du terroir corse. Une épreuve sportive, le rallye Terre de Corse, qui est l'épreuve phare du championnat de France des rallyes sur terre. Mais nous en profiterons aussi pour vous faire visiter la Corse de l'intérieur avec des aventuriers. Ça aussi c'est sympa. Deux personnages hauts en couleur. D'une part, Pierre Milalini. Il pratique la chevauchée sur le haut plateau du Coccione à 1600 mètres d'altitude. Et d'autre part, Jean-Paul Kilici, guide de haute montagne, qui nous initiera à la pratique du canyoning sous les très belles aiguilles de Bavella. Eh bien le mieux c'est de découvrir tout de suite cette région. En images, ne vous inquiétez pas, ça va pas tarder. Mais tout d'abord avec un guide, notre premier guide, Marc Secarelli. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors vous connaissez par cœur cette région. C'est mon pays. Vous êtes poète, Ouais. écrivain. Alors dites-moi, quelle est la caractéristique de ce sud de la Corse ? Porto Vecchio est en quelque sorte, vous savez, la Corse, c'est une poignée de diamants posés sur la Méditerranée. C'est bien Et vrai. Porto Vecchio est un de ces diamants. Comme vous pouvez le constater, c'est une des régions les plus belles de Corse. Porto Vecchio veut dire un vieux port connu donc depuis l'Antiquité, depuis les Romains. Elle a porté le nom de Elista, que lui a donné Ptolémée, qui était un grand navigateur et géographe. Mais entre Boniface et Porto Vecchio, c'est les Génois quand même qui ont marqué la région. Porto Vecchio a été construit par la compagnie de Saint-Georges, qui appartenait à la République de Gênes. La colonisation a été abandonnée, et puis après il y a eu des guerres, des révoltes permanentes en Corse. Vous savez que la Corse a toujours été un pays en pleine révolte à la recherche de la liberté et de l'indépendance. Oui. Voilà. Et les gens, donc, les Corses à ce moment-là déjà, étaient dans la montagne. Les Corses étaient dans la montagne parce que le Corse est montagnard. Oui. Le Corse est montagnard. Il descendait dans la plaine pour ses animaux, pour la culture des terres, quelquefois. Mais la présence permanente de la malaria faisait que ce pays, au point de vue économique, ne pouvait pas prétendre vivre comme d'autres régions de Corse qui étaient plus saines. La présence du paludisme empêchait les gens de venir. Et les premiers touristes qui venaient, nous leur courions à pied, derrière, pieds nus, pour leur faire des bonjours, tout ça, pour leur offrir des nacs, pour leur offrir des fleurs sauvages. Jamais pour de l'argent, mais le plaisir de voir qu'ils étaient contents. Parce qu'en Corse, vous savez, l'hospitalité, c'est ça. Hein. On peut dire tout ce qu'on voudra, mais ça ne s'apprend pas, ça. Ça vient, c'est inné. Ici, c'est toujours le cœur qui parle. C'est toujours le cœur qui parle ici. C'est spontané, ça vient, c'est inné. C'est inné, cette solidarité, le fait de recevoir des étrangers, des gens qui ne sont pas chez eux, ils sont ici chez eux. Ils retrouvent une autre famille, si vous voulez, une autre amitié, une autre spontanéité de sentiments. Mais écoutez, on va s'en rendre compte tout au long de cette matinée. Marc Secarelli, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, moi, mon complice, Didier Régnier, est un petit peu plus loin. On le rejoint tout de suite. Et oui, pourquoi la Corse est-elle autant appréciée par les touristes et les amateurs de découverte et de nature? Tout simplement parce que, sur une superficie réduite, elle rassemble des paysages très divers. D'un côté, la mer, 1000 km de rivage, de l'autre côté, la montagne avec des à-pics impressionnants,
des montagnes qui culminent à pratiquement 3000 mètres d'altitude, comme le Monte Cinto, et à l'intérieur du pays, la garrigue, le maquis, qui occupe 40% du territoire corse. Nous en parlerons tout à l'heure. Pour le moment, je vous propose de découvrir la Corse vue du ciel à partir de notre hélicoptère. Regardez comme c'est beau. Aux côtés de notre pilote Jean-Marc, cap vers le sud pour découvrir des criques de rêve, transparentes et désertes. Bonifacio, elle a résisté au siège de la flotte du roi d'Aragon. Elle lutte aujourd'hui contre l'érosion de la mer. Rondinara, qui fut le port des charbonniers, l'une des plus belles anses de la Corse. Et en remontant vers le nord, Porto Vecchio, ancienne place forte génoise au XVIe siècle. Puis cap vers le centre, en prenant de l'altitude, le lac de l'Hospédale, au cœur de la forêt. Toujours plus haut, l'approche des aiguilles de Bavella, vertige sous les patins, falaises et précipices deviennent impressionnants. Enfin, au large de Solenzara, les villages perchés, comme placés hors du temps. Voilà de belles images qui parlent d'elles-mêmes. Philippe Alfonsi, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en cette fin de semaine. Grâce à vous, nous allons en savoir un petit peu plus sur la Corse. Je rappelle que votre actualité, c'est aux éditions Plomb qu'elle se situe avec Les Chemins d'Orgueil. C'est signé par vous-même et par Patrick Pénaud. Vous aviez tous les deux déjà parlé de l'île de Beauté dans d'autres ouvrages. Voici ici avec ce roman de la Corse, un ouvrage qui traite plus particulièrement de l'histoire du FLNC. On reviendra sur ce livre, mais d'abord j'aimerais avoir une réaction par rapport à l'actualité. C'est vrai que depuis quelque temps, la Corse refait parler d'elle. Le but de cette émission n'est pas de parler du problème corse, bien sûr, mais encore cette nuit, un attentat a eu lieu en île de Beauté. Quelle est la réaction de vous-même et comment peut-on interpréter tout cela, à part que, semble-t-il, il y a vraiment malaise, et depuis longtemps. Malaise depuis longtemps, mais le malaise nouveau, c'est que maintenant, ce sont les nationalistes qui s'affrontent. Alors que jusqu'à présent, les nationalistes s'affrontaient, disons, à ce qu'ils considéraient comme leurs ennemis extérieurs. Maintenant, ils s'affrontent, voilà. Ils se tirent comme des lapins, c'est un peu nouveau, c'est un peu déboussolant. Et je dois dire, moi j'étais encore la semaine dernière en Corse, et je dois dire qu'en effet, la population ne comprend plus. C'était prévisible pour vous, qui vous êtes penché sur l'histoire du FLNC pour l'écriture de ce livre ? Dans ce livre, enfin, vous savez, vous avez dit c'est l'histoire du FLNC. Non, c'est l'histoire de la Corse qu'on a racontée dans ce livre. Bon. Oui. Et un des derniers moments de cette histoire, bon, on l'a fait démarrer au début de ce siècle, un des derniers moments de cette histoire est en effet qu'on raconte l'histoire de deux hommes, un grand-père qui a quitté l'île au début du siècle, et beaucoup de Corses, vous le savez, ont quitté, poussé pour des raisons économiques à l'extérieur. Et puis un petit-fils qui aujourd'hui, lui, qui a choisi de rester au pays et est un des fondateurs du FLNC. Bon, alors en effet, tout est en germe déjà dans ce livre, hein, les affrontements, doit-on lever ou non l'impôt révolutionnaire, est-ce qu'il n'y aura pas des dérives mafieuses derrière, etc. Tout est en germe, mais à ce moment-là, ils discutent calmement de ça entre eux. Et ils commencent à faire sauter les premières bombes. Alors en effet, bon, il y a un malaise corse, il y a un malaise profond, mais vous avez vu ces images, c'est ça, je crois qu'il ne faut pas recevoir en ce moment, on a un petit peu trop tendance, mais ça c'est une tendance à laquelle je participe en étant journaliste, hein, c'est une tendance de bien évidemment de parler que d'une chose qui ne vont pas, et c'est vrai qu'actuellement l'image qu'on donne de la Corse est tout à fait détestable, je veux dire... 10 morts d'hommes, enfin 10 militants nationalistes assassinés en un an, des explosions presque toutes les nuits. Alors on se dit, mais enfin qu'est-ce que c'est que ce pays de fous ? D'abord, c'est pas un pays de fous, je crois qu'il faut bien se le mettre dans la tête. C'est un pays, comme vous venez de le voir, qui est absolument magnifique. C'est peut-être très difficile, d'ailleurs, une des choses que je voudrais vous dire comme ça pour commencer, c'est peut-être très difficile de vivre au milieu de tant de beauté.
Et c'est pas de la blague. Moi, je suis journaliste, j'ai fait le tour du monde. C'est un des plus beaux pays que je connaisse. C'est pas parce que je suis corse que je le dis, c'est vrai. Il y a quelque chose, les images qu'on a vues, il y a presque, on voit cette beauté. Il manque une chose, c'est l'odeur. Oui. Il y a une odeur extraordinaire en Corse, ça sent la mourte, c'est une plante particulière, très poivrée, on la sent du large, on la sent dès qu'on arrive, on débarque de l'avion, et cette odeur qui vous... Bon, et quand on est Corse, alors ça, c'est... Qui n'a pas le bouquet de mourte, ça, dans son bureau, parce que c'est le pays, bon, et ça réveille cette beauté, ça réveille cette terre maternelle, bon, qui est vraiment une mère pour tous les Corses, je crois. Enfin, de toute façon, le principe de cette émission... Il y a un peu une amante aussi. Oui. Hein. Bon. De toute façon, le but de cette émission, c'est ça, c'est montrer que la Corse ne se résume pas, en effet, aux attentats dont on peut parler depuis si longtemps. J'aimerais avoir votre avis concernant l'insularité. Qu'est-ce qui fait que l'on est Corse ? Est-ce que c'est cette particularité qui fait qu'on est sur une île, ou bien il y a autre chose qui tient au fait d'être Corse ? Bah, écoutez, il y a le fait qu'on est sur une île, mais il y a aussi le fait qu'on parle une langue qui n'est pas la langue française, qui est une... C'est un peu, vous savez, le corse, c'est un peu l'italien qui serait parlé avec l'accent espagnol. C'est-à-dire, ça a à la fois cette langue chantante de l'italien, mais c'est guttural, un peu comme l'espagnol ou comme l'arabe. Bon, ce sont des gens durs, les Corses, c'est des montagnards. C'est pas seulement des insulaires, ce sont des montagnards. Hein, c'est important que vous disiez ça, des montagnards et non pas des marins. Ce n'est pas un peuple de marins. C'est un peuple qui a peur de la mer. Pourquoi il a peur de la mer? Parce que la mer, c'est par là que sont venus tous les envahisseurs, et Dieu sait s'il y en a eu. Et c'est aussi par là que s'en vont les gens de la diaspora. S'en vont les Corses qui sont partis au fil des siècles à travers le monde. Et qui sont partis vivre ailleurs parce qu'ils ne pouvaient pas vivre dans cette île qui n'était pas assez riche, qui était mal exploitée par les gens qui l'occupaient. Et donc, ils sont partis. Bon. Et cette mer, la mer, c'est vrai, pour un Corse, c'est quelque chose qu'on voit de haut. Hein. Voilà, quand on est sur les aiguilles de Bavella et qu'on la voit de loin, elle est très bien. Bon. Mais quand on la voit de près, d'abord, il y fait trop chaud, il y fait moite. Et tous les Corses qui vont en Corse, ils passent quelques heures au bord de la mer. Et vite, ils filent dans leur village. Et leur village, c'est dans la montagne. Est-ce que le Corse, Philippe Alfonsi, se sent à part ? Il est à part. Il est à part dans son île, il est à part dans sa montagne. Est-ce qu'il se sent à part ? Il est à part parce qu'il a une culture très très méditerranéenne dans un pays, la France, qui rejette un peu la part méditerranéenne d'elle-même. Hein. On aime bien la Méditerranée de Pagnol, hein, qui a un accent qui est rigolote comme ça, mais on n'aime pas la Méditerranée. On est assez nordique hein, en France, hein, assez nordiste. Hein. On aime bien avoir la tête dans les brumes du Nord. On oublie simplement qu'on a des racines qui partent très profond en Méditerranée, depuis très longtemps. Et la Corse est une de ces racines, alors maîtresse. Bien, je vous propose de repartir là-bas, en Corse. Et en images, on retrouve Jean-Marc et Didier. Vous allez voir entre autres que eh bien, de belles figures de la Corse ont des choses à raconter et des choses merveilleuses qui n'ont rien à voir avec les attentats dont vous avez pu entendre parler. Retour en Corse, toujours dans la chaleur et sous le soleil, et plus particulièrement à Porto Vecchio, dont je vous disais tout à l'heure qu'elle accueille la 7e édition de la foire de Porto Vecchio, une sorte de gigantesque vitrine qui permet à une centaine d'exposants, à peu près, de venir présenter les plus beaux produits du terroir corse. Et parmi ces 100 exposants, j'ai de ce côté-ci M. Terraccione, bonjour, et M. Giorgi, qui lui est descendu vraiment avec beaucoup de charcuterie. Comment vous, les Corses, faites-vous pour avoir un aussi bon jambon ? D'abord, il faut être dans un village de montagne, comme j'habite, dans la vallée du Taravo. Ce sont des porcs qui sont élevés jusqu'à l'âge de 18 mois et finis au gland et aux châtaignes. Ouais, vous prenez le temps de bien faire les choses en Corse. Il faut du temps. Et ensuite, que se passe-t-il? C'est un peu comme un bon vin, il faut l'élever pendant longtemps, l'affiner. C'est ça, oui. Bon, effectivement, après la période de transformation de ce jambon, le salage qui se fait au froid, il y a une sèche naturelle d'environ 6 mois. Et depuis l'an dernier, au mois d'août, ce jambon que vous voyez ici sur le présentoir... Regardez, on le voit là, en coupe. Vous voyez la couleur. Qu'est-ce qu'il est beau, il transpire la vie, il transpire le bonheur, ce jambon. C'est vrai? C'est vrai. C'est exact. Donc depuis un an, il est en cave d'affinage à 12 degrés, à 80% d'humidité. Merci, Monsieur Giorgi, vous inscrivez l'équipe de Matin Bonheur sur votre petit carnet d'adresses. D'accord. Merci à vous, okay. C'est parfait. Monsieur Terraccione, alors vous êtes l'homme du miel. Le miel est tellement bon en Corse, mais avant de parler de nourriture, je vous propose de nous expliquer pourquoi vous avez une aussi belle barbe. Alors pourquoi une si belle barbe? Je vais vous dire tout simplement... Et levez bien la tête qu'on vous reconnaisse. Tout simplement parce que vous savez qu'en Corse, on est un pays de tradition. Et dans ce pays de tradition, quand il meurt un ancien ou un proche, on garde encore la barbe au moins un an.
Bon, puis je me suis aperçu que c'était pas mal et j'ai dit, bah, tiens, mais je la garde. Alors le miel, il est tellement bon en Corse, nous y avons un peu goûté, c'est merveilleux ça. Comment faites-vous pour avoir un miel aussi délicieux? Alors, un miel, eh ben, beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour, comme beaucoup d'amour pour les dames, il faut beaucoup d'amour pour faire le miel et surtout soigner ses abeilles. Alors pour compléter le fameux, merci monsieur Terrachon, pour compléter le fameux repas corse, évidemment, le fromage, c'est du fromage de brebis, on appelle la tome de brebis. C'est un fromage extraordinaire qui a été fabriqué du côté de Bonifacio. Voilà, oui. Et ça se déguste avec un bon petit coup de rouge. Ah, exact, ça, on ne peut pas l'oublier. Et lorsque vous aurez bien mangé en Corse, eh bien vous pouvez sangler votre ceinture de sécurité, vous mettre sur le siège d'un bolide et essayer de parcourir quelques centaines de kilomètres à flanc de ravin et à flanc de précipice pour participer au fameux rallye Terre de Corse. Retour au calme, ici pas de voiture bien évidemment pendant des siècles. On a arpenté ces petits chemins, ce maquis, parce qu'il s'agit du maquis corse, à dos d'âne ou à pied tout simplement. Alors regardez, ce sont des arbustes 2 mètres de haut, il y a quelques arbres évidemment, mais le maquis c'est ça, c'est inextricable. Et tous les gens de la région le connaissent bien, comme vous, messieurs polis, puisque ce sont 2 générations de polis, Jacques et Paul. Jacques, on peut dire son âge, 97 ans. Alors le maquis, vous le connaissez par cœur. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce maquis corse? Je comprends que dites. Tout a changé maintenant depuis quelques années, quoi. Ce n'est plus pareil. Mais il n'y a pas de maquis sans Corse, il n'y a pas de Corse sans maquis. Le maquis, c'est la vie de la Corse. Alors qu'est-ce qu'on y trouve? Alors il y a du gibier, il y a des plantes... Il y a du gibier, il y a des pigeons, des colombes, quoi. Ah, il y a des colombes par là aussi. Au mois à partir du 10 octobre, il y a des colombes. Et du sanglier. Et des sangliers. Ici, c'est le coin des sangliers encore. Hein. Ah, ici, il y en a toujours des sangliers, toujours. Vous avez le cyste, qui lui, c'est l'âme du maquis. C'est la principale composante, le cyste. La principale, c'est la bruyère et l'arbousier. Voilà, la bruyère et l'arbousier aussi. L'arbousier, c'est ça. Et le chêne. L'arbousier, regardez. Ah oui, oui, le chêne-liège. L'arbousier, c'est ça, avec les baies d'arbouze. Ah oui. Avec les baies d'arbouze avec lesquelles on fait de la confiture, on fait de l'alcool aussi, l'eau de vie. Ah oui. L'eau de vie d'arbouze. Là, elle n'est pas mûre, elle sera mûre en décembre, janvier. Il ne faut pas oublier que le maquis aussi, c'est aussi la pêche. Parce que c'est plein de rivières, c'est plein de cours d'eau là. Où il y a des truites, la fario, la fario noire, qui est excellente. Et dites-moi, ça braconne un petit peu ici, hein? Non? Non. Faut pas le dire, non, il n'y a personne qui nous écoute, mais... Pas. On fait semblant. Quand vous étiez jeune, vous aviez peur des bandits corses, le fameux bandit corse caché dans le maquis? On n'a jamais eu peur, mais enfin... Les bandits, pour nous, c'était toujours quelqu'un à part. Peur. Le Corse n'a pas peur. En Corse, on n'a pas peur. On a peur de rien. On a peur de rien parce que la nature et la culture sont, je vous ai dit, sont des natures hostiles. Les gens sont habitués à la dure. On n'a pas de... Et puis, c'est pas peur de quoi. C'est pas des voyous à voler. Avant, il y avait même des voleurs, mais pas beaucoup de voleurs. Pas beaucoup. C'était pas comme maintenant. Non, le bandit était pour la famille, quoi, pour défendre l'honneur de la famille. L'honneur de la famille. Et puis voilà, que le bandit qu'il y avait en ce moment-là. Les bandits d'honneur au départ, c'était des bandits c'était des vengeances. Hey. C'était des gens qui vengeaient une mort, qui vengeaient un affront, qui lavaient un affront. Oh, vous savez, les bandits, il fallait les supporter, hein, parce qu'autrement, c'était toujours dangereux. En tout cas, merci de vos explications. J'espère qu'on aura un petit peu mieux compris ce que représente le maquis en Corse. Ce que je vous propose maintenant, c'est de monter un petit peu plus haut dans la montagne, sur le GR20. Vous connaissez le GR20, j'imagine, hein?
Oui, on connaît. Andando Cusciò, l'Indecchino Melanini. Oui, je connais. Je connais le Gouchot, je le connais. Alors c'est pas le maquis, mais c'est tout aussi super, vous allez voir. Oui, ce n'est pas du maquis comme ici, évidemment. Non, on laisse découvrir. Changement de décor, nous nous trouvons maintenant sur le fameux plateau du Coccione, à 1600 mètres d'altitude à peu près, et toujours au nord-ouest de Porto Vecchio, non loin du GR20. C'est un plateau superbe qui commence d'ailleurs à être balayé par les vents, mais ça, c'est le temps qu'il fait en ce moment en Corse. Alors j'ai à côté de moi quelqu'un qui est très connu sur les hauts plateaux, justement une vedette locale qu'on aime beaucoup. Il ne faut surtout pas l'appeler Pierre Milalini, mais comment ? Pierrot. Pierrot qui est un aventurier justement de la Corse sous les aiguilles de Bavella. Et que proposez-vous, Pierrot? Je propose à mes hôtes de les promener, reconnaître la Corse à cheval, à pied et pas par les sentiers balisés, à travers. Je suis un traceur, moi. Là où personne ne va jamais. Voilà, je suis un traceur et c'est pour ça que les gens me demandent qu'est-ce que je vais lui donner comme circuit. Je dis c'est circuit privé, je ne donne pas, c'est à moi. Voilà, alors... Je ne donne à personne. Pierrot connaît beaucoup de secrets, beaucoup de petits chemins cachés, mais ne comptez surtout pas sur lui pour vous les révéler. Je vous propose maintenant de regarder la très belle aventure que nous avons vécue ensemble avec, évidemment, les chevaux de Pierrot. Dès le lever du jour, le rituel est le même chez Pierre Milalini. Le maréchal Ferrand prépare les chevaux, les cavaliers se rassemblent autour du puits et chacun ne parle que de Pierrot. C'est le coup de cœur pour Pierrot déjà, pour la région, pour sa cuisine, pour ses animaux, tout. Super. Pierrot, c'est quand même un sacré bonhomme, quoi. Chaleureux. C'est quelqu'un de vraiment d'exceptionnel. Depuis plus de 30 ans, Pierrot balade des cavaliers en mal de nature dans ce désert qui fait penser à la Mongolie. Sous le soleil, mais aussi dans le froid, le vent ou la neige, il avance de son pas tranquille, bien protégé par Jalicou, son fidèle Yorkshire, qui n'hésite pas à dégager la voie. C'est une cousine à moi qui me l'a donné. Tout le monde disait que c'était un chien de luxe. Vous le voyez vous-même. C'est pas un chien de luxe, hein. Allez, serre le cul, s'il vous plaît, serre le cul. Sur ce plateau désert et parfois difficile, Pierrot a connu toutes les aventures, parfois les pires, comme ce jour de grand froid où il a failli perdre la vie. J'étais pris dans la tempête, brouillard, neige et tout ça, et j'ai dormi dans ce petit refuge que maintenant est aménagé un peu, et je me suis abrité, j'ai mangé, j'ai bu, et je me suis réveillé, j'étais tout gelé. Heureusement, mes chiens qui se sont mis sur moi et m'ont empêché de geler complètement. C'est un pays difficile, la Corse? Ah, très difficile. Elle est traître. Mais vous l'aimez? Ah oui. La Corse de Pierrot ne figure ni sur les guides ni sur les cartes postales, ce qui en fait un endroit unique et plein de surprises. À l'heure du repas, par exemple, il en réserve une belle à ses invités. Une halte dans cette bergerie perdue pour déguster son jambon. C'est du jambon qui a du goût, ça. Ah, vous allez goûter. Après, vous me donnerez des nouvelles. Et des nouvelles, les cavaliers n'ont pas tardé à lui en donner, étonnés et ravis. Et tous de s'interroger sur les recettes de Pierrot. Tout ce que tu le fais avec amour, tu dois le suivre. À peine reparti, Pierrot descend de son cheval et court vers un promontoire pour découvrir ce spectacle étonnant. 2 sangliers poursuivis par ses chiens jusqu'à en perdre haleine. La bête traquée se réfugie sous ce rocher, surveillé de près par Pierrot et son Yorkshire, pour le simple plaisir du jeu. Partie perdue pour le petit compagnon, quelque peu bousculé par la bête affolée. Ça me fait plaisir de les entendre. Vous ne les chassez pas? Non. Pourquoi? Parce que c'est des bêtes, j'aime les voir. La caravane a atteint l'autre extrémité du plateau. En silence, chacun a observé ce Corse pas comme les autres, jetant son regard tendre sur la vie qui passe. Les préjugés tombent. Ils ont leur mentalité et puis ils ont... mais bon, c'est des gens qui ont du caractère et moi, je trouve qu'ils sont très accueillants et très chaleureux. Il faut les connaître et il faut vivre avec eux. Poète et solitaire, Pierrot est un homme heureux. Comme ses invités d'aujourd'hui qui ont découvert la richesse des déserts et la sagesse de ceux qui les gardent.
Voilà, des personnages qui inspireraient des romans. C'est la première fois d'ailleurs qu'on voit un Yorkshire se battre comme ça contre un sanglier. Belle image, hein. Oui, le Yorkshire Corse, c'est quand Belle même image. particulièrement téméraire et pas de luxe. luxe. Et pas de luxe. Alors revenons sur des mots qui ont été utilisés durant ce reportage. J'ai noté que la famille Poli disait « le Corse n'a pas peur ». C'est vrai, Philippe Alfonsi, le Corse n'a pas peur? Je dirais malheureusement. Je vous l'ai dit tout à l'heure d'ailleurs. Oui. Mais nous n'étions pas à l'antenne, c'est pour ça. C'est vrai qu'il n'a pas peur. C'est malheureusement. Je ne peux pas en dire plus. Je trouve que ça serait. C'est vrai qu'il a. Bon, c'est une image. Vous savez, il y a quelques images d'Épinal qui collent au Corse. Il est paresseux. Ça, c'est pas vrai. Hein. Puis tous ceux qui travaillent avec moi, je peux vous assurer qu'ils le savent. Hein. Je leur en fais baver. Je leur fais payer ça d'ailleurs. Courageux, c'est vrai. Oui. Bon, mais c'est aussi un peu une image d'Épinal. Je me demande si quelquefois les Corses jouent pas à être plus Corses qu'ils ne le sont. Et ça, c'est un peu dommage parce qu'en effet, c'est pas peur de la mort. C'est aussi. Pas peur d'affronter l'autre, et ça, on en revient à ces désastreuses informations dont on parlait tout à l'heure en commençant l'émission. Bon, ça c'est un peu dommage, mais en effet, il n'a pas peur, c'est vrai. Pays des extrêmes, on a l'impression en même temps. Hein. Douceur et beauté de l'été, par exemple, et puis froideur et dureté de l'hiver. Ah, mais même, écoutez, jusqu'en décembre, vous baignez en Corse. Donc c'est fabuleux. En décembre, vous pouvez vous baigner dans la baie d'Ajaccio, et l'après-midi, vous pouvez faire du ski. Bon, donc c'est vraiment le pays des extrêmes, c'est vrai, on passe du froid extrême de la montagne, de la haute montagne, c'est un pays de haute montagne, je vous le répète, et puis la douceur du bord de l'eau, c'est délicieux. La vraie saison en Corse, elle commence maintenant. Les gens d'honneur, on a l'impression que le Corse est un homme d'honneur. Oui, alors tout à l'heure, ce qui a été dit sur les bandits, ça aussi ça fait partie des clichés, hein. Les bandits corses, oui, alors fait bandits d'honneur, d'accord. Ça avait pris une telle proportion qu'en effet, on avait mobilisé la troupe, mobilisé la gendarmerie pour mettre fin aux méfaits des bandits corses. On oublie qu'une chose, c'est que ce sont les Corses eux-mêmes qui les ont liquidés. Et ça fait pas partie du folklore, c'est de l'histoire. Ce sont les Corses qui un jour en ont eu marre, ils ont pris les armes, ils ont tué les bandits corses. Et voilà, il n'y en a plus. Des mots également comme le mot amour est souvent revenu dans les images que l'on a vues. Pierrot nous disait il faut faire les choses avec amour. Le mot aimer revient souvent. On a l'impression que, ça rejoint tout à fait ce que vous venez de dire, que le Corse c'est quelqu'un qui est un impulsif, c'est-à-dire quelqu'un qui réagit avec son cœur. Ah oui, ça, ce sont des gens de cœur, c'est vrai. Mais ce sont des gens d'amour. parfois, Mais vous savez, et c'est justement, pour mieux comprendre les Corses, je crois qu'il faut en effet les prendre pour des gens passionnés et amoureux. Amoureux de leur terre, je vous dis, c'est à la fois leur mère et leur amante. Amoureux de ce qu'ils font, de leur travail. Ils prennent le temps pour le faire, ils ne sont pas paresseux pour autant. Amoureux de la vie, ce qui fait qu'ils meurent facilement. Et comme tous les gens qui sont passionnés et amoureux, ils peuvent passer de l'amour à la haine. Mais c'est d'abord, en effet, j'aime bien cette définition, d'abord des gens amoureux. Bien, écoutez, c'est une belle définition qui va me permettre d'envoyer le dernier sujet de cette matinée concernant l'île de Beauté, un sujet dans lequel on retrouve encore une fois Jean-Marc et Didier. Jean-Marc qui nous parle entre autres des bergers. C'est un peuple de bergers aussi. Voilà, vous savez, bien que la Corse soit une île, il y a une chose importante, c'est que les Corses ne sont pas des marins, ce sont avant tout des montagnards. Ces montagnes qui leur ont toujours servi de refuge. Et cette montagne, c'est le domaine des bergers. Au bout de petits chemins escarpés comme celui-ci, on trouve encore des bergeries, comme celle de Simon et Rosine Castelli. Venez. Voilà, le chemin est assez raide. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, on est dans votre bergerie, hein. Vous venez là combien de fois dans l'année? Vous n'habitez pas là en permanence? Non, on vient ici, on passe 5 mois ici, jusqu'à la fin d'octobre. Et après, on descend à Porto Vecchio. Et cette bergerie, qui c'est qui l'a construite alors? Mon grand-père. Votre grand-père, en quelle année? Combien d'années, ça? Et ça fait longtemps. Hein. Je ne peux pas vous le dire, ça, moi. Donc vous avez toujours été berger de génération en génération? Oui. Mon mari est né ici. On s'est marié fin 48, je suis arrivée ici en 49, et il y avait 7 bergers. Et aujourd'hui? Parce qu'il y a des maisons en haut. Aujourd'hui, vous êtes les seuls? On est les seuls, oui. Comment vous expliquez ça? C'est trop dur, peut-être? Oui, les premiers temps, ça a été très dur. Et puis même quand on passe par les bergeries, ça fait quelque chose de les voir vides. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça se passe comme ça, hein. Les vieux ne sont plus là et les jeunes font autre chose. Au mois de juin, on a le fromage à faire. Et on fait un peu de jardinage.
Le pain et tout. On s'ennuie pas ici. L'épicier ne passe pas ici, ni le boulanger. Alors il faut quand même... mais les enfants viennent toutes les semaines et nous apportent les provisions. Ils s'intéressent bien et ils aiment. Quand je fais le pain, ils sont tous autour à regarder. Donc il y a 3 générations qui cohabitent ici. Ça doit être déjà la 4e, je crois. Et qu'est-ce que vous leur enseignez alors à vos petits-enfants? Les brebis, le fromage, ils savent le faire Oui, déjà? ils savent le faire. Ouais. Oui. Donc c'est plein d'espoir quand même, c'est pas perdu. C'est-à-dire que la suite, ça va s'arrêter là, mais enfin. Si un jour un de vos petits-enfants vous disait je reprends la bergerie, je reprends tout ça, qu'est-ce que vous lui diriez? S'il veut la reprendre, mais je lui dirais que c'est très dur. Et il faut s'y faire, en fait. N'avoir pas peur de travailler et de la solitude aussi. Quand vous serez parti de la montagne, elle vous manquera, la montagne? Sûrement, il va nous manquer. Ouais. Oui. C'est la liberté à la montagne, loin du bruit. Qu'est-ce qui vous manquera le plus? Le paysage, tout. Vous l'aimez, la montagne? Moi, je peux vous dire que votre montagne est magnifique, avec des senteurs extraordinaires. Merci de votre accueil, merci de nous avoir reçus ici dans votre bergerie. Je sais que vous l'aimez, votre montagne, mais regardez maintenant des gens qui l'aiment tout autant, cette montagne de Corse, et qui la pratiquent d'une manière complètement différente. Ah, c'est vrai que les Corses aiment la montagne, leur montagne, mais l'approche qu'ils en font est souvent différente. Alors, dernière séquence, aventure découverte en Corse, consacrée au canyoning. C'est un sport qui a beaucoup fait parler de lui cet été, pas toujours en bien d'ailleurs. Nous sommes au pied des aiguilles de Bavella, superbe décor, et pour nous parler justement du canyoning, Jean-Paul Quilici, qui est guide de haute montagne en Corse. C'est assez rare, ils sont peu nombreux, vous êtes 4 je crois. Nous sommes 4, oui. C'est assez étonnant. Ben oui, parce que la montagne corse... Elle a explosé depuis quelques années, puis les gens ont toujours eu, plus ou moins les Corses, ont toujours eu plus ou moins peur de leur montagne. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais été habitué, parce que nos ancêtres, nos parents nous ont toujours dit, mais la montagne, elle s'arrête à partir du mois de novembre, lorsque les bergers et lorsque les chasseurs, les pêcheurs ont terminé leur plaisir. Alors pour vous, la découverte de la Corse, elle passe par le sport et l'aventure, et notamment par le canyoning. De quoi s'agit-il précisément? Le canyoning, c'est des descentes de rivières, de ruisseaux. Il faut aimer l'eau. Il faut aimer l'eau, premièrement, et puis aussi il faut aimer l'aventure, il faut aimer un petit peu le risque. Mais l'endroit est tellement beau, les endroits, disons qu'il y a un mariage entre la roche, l'eau et le soleil. Et ça, les gens adorent ça. Ouais, vous voyez que c'est un guide heureux et épanoui. Nous sommes dans un superbe décor ici, nous sommes au pied des aiguilles de Bavella. C'est donc là maintenant où nous allons pratiquer le canyoning en compagnie de Jean-Paul Quilici. Regardez. D'abord, ce coup de tabac au large de Bonifacio. Si vous aimez l'aventure sur l'eau, il fallait embarquer sur le ferry direction la Sardaigne, mal de mer garanti. Ou alors, il fallait suivre les véliplanchistes. Pour eux, c'était jour de fête. Deuxième décor, celui de Bavella, où nous avons rejoint Jean-Paul Quilici. Et pour l'aventure dans l'eau, il faut descendre ici, au pied de ces canyons. Nous sommes ici dans le cœur du massif de Bavella. On peut voir comme c'est très beau, la verdure. À l'est, le groupe des Ferriades et des Palirs, et à l'ouest, toutes les aiguilles plus importantes, Teghilici, Punta Lunarda, Punta Rossa, et au fond, on peut voir le col de Bavella. Et le canyon n'est pas loin. Le canyon est derrière nous, on va y arriver dans 5 minutes. De rocher en rocher, Jean-Paul Quilici, celui qui a vu le monde par les sommets, guide ses élèves aventuriers. Fabienne, Isabelle, Laetitia et Gérard, des sportifs amateurs qui en ont assez de bronzer idiots sur les plages et qui veulent vraiment vivre la Corse en parfaite harmonie avec la nature. Le site se dévoile enfin au sommet d'un canyon. Vous êtes ici dans un cadre merveilleux, entouré de parois, entouré de dalles, de pointes, et c'est ça qui fait le charme du canyoning et de la Corse. Et le canyoning, c'est ça, de l'eau sur la figure, un guide qui crie, mais ça c'est pour votre sécurité, et surtout une descente plus que glissante, les pieds mouillés et les semelles qui dérapent. À part cela, c'est extraordinaire, d'autant qu'à peine arrivé en bas, on recommence et cette fois, c'est pour sauter dans les baignoires glacées.
bonne? Un peu fraîche. Ça va. Complètement gelée. Non, non, elle est fraîche. Ah, c'est impressionnant, mais je me sens en sécurité, ça va, en fait, pas vraiment peur. Vous n'avez pas pris une petite douche là-haut? Un peu. Ce qui me fait plaisir surtout, c'est que les gens me disent, mais est-ce que vous prenez le plaisir à prétendre du canyon? Oui, parce que je vois dans les yeux des gens le plaisir que je leur apporte. Pour moi, c'est du plaisir à chaque fois. Et c'est vrai que le plaisir se renouvelle sans cesse. Cette fois, les aventuriers enchaînent glissade et plongeon dans 3 bassins successifs. Loin de tout, les élèves de Jean-Paul Quilici ont découvert une Corse insoupçonnée, ce que chacun peut faire à condition de mouiller sa chemise. Voilà, c'est superbe, n'est-ce pas? Et c'est vrai qu'on ne pouvait pas quitter la Corse sans parler de ces chants traditionnels qu'on connaît bien depuis quelques années sous le nom de polyphonie. Alors, messieurs, bonjour, merci tout d'abord. Dites-moi, Noël Valli, quelle est la signification de ces chants ici? Tout d'abord, je vais parler du chant qu'on vient de chanter, qui est quand même proche de la polyphonie traditionnelle, bien sûr. Je pense que ça prend ses sources quand même là-dedans. Mais c'est quand même un chant actuel. Le chant fait vraiment partie de la vie quotidienne ici? C'est tout un peuple qui participe et la Corse est reconnue en tant que telle à travers la polyphonie et à travers son authenticité, à travers son âme, son cœur, directement enraciné le chant. Le chant a gagné et ça fait vraiment plaisir, oui. Je peux vous dire que c'est vraiment très très beau. Alors pour nous quitter, vous allez nous faire un petit cadeau, on peut dire, un chant à vous trois. Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que vous allez nous chanter là? On va vous chanter O Barbara Vortuna. C'est un chant polyphonique qui veut dire quelle barbare destinée. C'est un chant qui était chanté par les hommes qui étaient déportés soit dans les bandes de Toulon ou alors à Santa Teresa e Galour au large de Bonifacio en Sardaigne. Et ils chantaient Barbara Vortuna parce que quand ils partaient, ils savaient pertinemment qu'ils ne reviendraient plus en Corse. Merci, on vous écoute. A tutti giammolisce ugore in Merci au groupe de La Source qui nous interprétait donc ce chant corse. Avec ces images, il serait difficile de songer que vous n'adoptiez pas immédiatement la Corse et surtout que vous n'ayez pas envie définitivement d'aller goûter la douceur de vivre de l'île de Beauté. Dans votre livre, Philippe Alfonsi, Les chemins d'orgueil, on comprend qu'il y a 2 grands chemins d'orgueil proposés aux Corses. Soit le fait d'aller sur le continent et d'adopter la France, ou bien de rester et de marquer son insularité et son indépendance. On a l'impression à travers les sujets qu'on vient de voir ce matin que les jeunes sont peu présents, ou en tout cas moins présents que dans d'autres parties de la France. Est-ce que c'est réellement le cas? Est-ce que c'est le signe en fait de l'exode dont a pu souffrir la Corse à un moment donné, et est-ce que cet exode existe toujours? Ah non, justement. Non, les jeunes aujourd'hui restent en Corse. C'est là que le problème a commencé. C'est quand il a fallu qu'ils restent en Corse, c'est qu'ils ne suivent plus le chemin d'orgueil de leurs aînés,
qui était d'aller réussir individuellement, non seulement sur le continent, en France, mais dans le monde. Et qu'il a fallu en effet réaliser sa vie en Corse même et donc emprunter le second chemin d'orgueil qui était non plus un chemin d'orgueil individuel mais un chemin d'orgueil collectif où il s'agissait de sauver un pays, sauver son île. Bon, voilà un petit peu, si vous voulez, résumer l'histoire de ce pays. Et au contraire, aujourd'hui, les jeunes Corses veulent rester là. Ils veulent essayer de travailler sur place, soit en se lançant dans des activités en effet un peu difficiles comme l'agriculture, ce qu'on a vu dans ces films, enfin, c'est-à-dire maintenant fait par des vieux, mais il y a des jeunes qui s'y mettent aussi, hein. Il y a des jeunes qui ont monté des entreprises agricoles qui marchent très bien, et c'est vrai que ça marche pas mal. Bon. Pas très aidé, difficile, l'insularité est une chose très très difficile là sur le plan économique. Bon, et puis il y a aussi tout le renouveau culturel dont il vient d'être parlé, qui est très important, et qui est aussi la manifestation de ces jeunes qui veulent rester au pays. Vous savez, c'est tout à fait étonnant parce que, bon, là on a entendu un groupe qui est un groupe du Sud, mais il y a deux grands groupes aujourd'hui. Il y a Imouvrine, et qui est un groupe qui fait des chants polyphoniques, mais qui les fait aussi qui le fait de façon très moderne. Et puis il y a un groupe qui est mythique, qui est historique en Corse, qui a commencé dans les années 70, qui s'appelle Canta au Popolo Corso, qui est celui qui précisément a été fouillé dans la mémoire, attrapé par le coude les derniers vieux pour réviser avec eux les padielles que chantaient les grands-pères, etc., et les chants polyphoniques. Et c'est eux qui ont tout relancé. Hein, c'est eux qui ont tout relancé. Et ce groupe a disparu pendant quelques années, pendant les années 80. Et puis il s'est reformé l'année dernière. Et au mois de mai ou juin dernier, mois de mai, alors que déjà les nationalistes commençaient à se tirer entre eux comme des lapins et que ça allait très très mal, ce groupe a redonné son premier concert à Corté. Et très franchement, je n'ai jamais vu ça. La moitié de l'île était là, dans le froid. Corté, c'est en montagne. Hein. Bon. Et je n'ai jamais vu ça. Invraisemblable. La moitié de l'île s'était déplacée. C'était spectaculaire, je vous assure. N'importe quel meeting politique, en Corse, vous avez 200, 300 personnes. Quand il y en a 1000, c'est le bout du monde. Ouais. Là, il y avait des milliers de personnes. Et simplement, autour de ce chant, autour de ce groupe, bon, c'est vrai militant, mais qui est d'abord avant tout un groupe culturel. Et ça, cette renaissance culturelle de la Corse, elle est très forte. Hein. Vous pensez que c'est là que réside l'espoir ? Ah oui, tout à fait. Je pense que ce sont même les seuls, à mon avis, aujourd'hui, qui sont capables d'arrêter toutes ces dérives. Malheureusement on ne peut pas parler de tout, mais le tourisme est une chose importante pour la Corse. On a noté qu'une baisse du tourisme avait été assez importante cette année. On ne l'explique que par l'affaire des attentats et des explosions ou bien... Pas du tout. Non, l'affaire des attentats et des explosions, je vais dire même est mineure. La baisse du tourisme cette année, c'est d'abord et avant tout encore l'insularité, c'est-à-dire une grève. Ça a commencé par la grève de la SNCF, les bateaux. Hein. Les seuls bateaux que vous pouvez prendre pour aller en Corse, pof, ils sont en grève. Ça a décommandé à tour de bras. Et puis ensuite, c'est le fait que la pesette et la lire se sont écroulées. Et il y a beaucoup d'Espagnols et beaucoup d'Italiens qui viennent d'habitude en Corse et qui ne sont pas venus cette année, c'est tout. Alors, j'allais dire que pour en savoir un peu plus encore concernant la Corse, le mieux c'est de vous plonger dans différentes lectures que vous avez peut-être chez vous. Sinon, procurez-vous Les Chemins d'Orgueil, le roman de la Corse chez Plon, signé par Philippe Afonsi et Patrick Pénaud. Vous découvrirez à travers ce roman l'histoire de cette île de beauté. Et puis, nous avons des guides également à vous proposer. La Corse du Sud et la Haute-Corse, c'est dans la collection Guide Gallimard. Voilà, sur la caméra 1, on va les prendre comme ceci. Extrêmement bien fait, et avec une belle iconographie de plus. Donc voici pour ces deux guides. Il y a également une cassette vidéo, mais je ne sais pas si on l'a... Non, on ne l'a pas. Bon, on ne l'a pas, mais il y avait une cassette vidéo également qui vous permettait de vous replonger davantage dans les images que nous vous proposions ce matin et qui, elles, sont tournées par les équipes de France 2 que je remercie au passage. Merci beaucoup à Louis-Luc Sanguinetti qui a préparé cette émission. L'Agence du tourisme de la Corse, voici les coordonnées. Pour tout renseignement, le 95 21 56 56, c'est au boulevard Roi-Jérôme à Ajaccio. Je vous remercie infiniment Philippe Alfonsi d'avoir été avec nous. Merci. Car grâce à vous, on en sait un petit peu plus sur l'âme corse. Et c'était ça le but de cette émission. Merci encore. Et puis à très bientôt parce que vous avez différentes casquettes. Donc je suis persuadé que d'ici avant la fin de cette saison, nous aurons l'occasion de nous revoir pour une autre partie de vos activités. Je vous souhaite un bon week-end. Dans un petit instant, après la pause que nous allons marquer, c'est Guy Marchand que nous retrouvons. Guy qui viendra nous parler du disque qui est sorti il y a quelques mois déjà de cela. Et puis surtout du cheval qui est une de ses passions. A tout de suite.